Bonjour, bienvenue à Géopole. Notre émission portera aujourd'hui sur l'impérialisme turc et le nouveau sultan Erdogan. Pour cela, je reçois Frédéric Pons. Bonjour, Frédéric Pons, journaliste, écrivain, spécialiste un peu de ces sujets et auteur du livre Martyrs des chrétiens d'Orient et une biographie de Vladimir Poutine. Frédéric Pons, vous êtes aussi, donc, vous écrivez dans diverses revues spécialisées, dont la revue Conflit. Et puis l'excellente revue Conflit. L'excellente revue Conflit, voilà, que je conseille aux téléspectateurs de TV Liberté. Alors, la Turquie est engagée aujourd'hui sur beaucoup de terrains. La Libye, la Syrie, les eaux territoriales grecques, Chypre, un peu en Azerbaïdjan aussi, dans le Haut-Karabakh. Il y a le Singer dans le conflit israélo-palestinien. Alors Frédéric Pons, Erdogan a-t-il les moyens de sa politique ou ça fonctionne un peu au bluff? J'ajoute que la Turquie est engagée aussi en Europe ou en direction de l'Union européenne à travers son chantage sur le million ou les 2 millions de clandestins qui séjournent à l'heure actuelle en Turquie. C'est pas le sujet. La Turquie a-t-elle les moyens? En tout cas, elle se donne une ambition, clairement, avec le président Erdogan. C'est une ambition de rayonnement géopolitique majeur, très très loin des frontières de la Turquie. Ça va jusqu'en Libye, vous en avez parlé, c'est-à-dire toute la Méditerranée orientale. Et quand on va vers l'Est, eh bien, ça va vers l'Asie centrale, évidemment en passant par la mer Noire, la mer Caspienne, et jusque dans ces pays, vous savez, les républiques en stan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Tadjikistan. Qui sont très proches culturellement. Qui sont très proches. Et on va en reparler bien sûr, mais cette volonté de rayonnement général, tous azimuts de la Turquie, ne date pas d'Erdogan. Quand on regarde ce qui s'est fait sur ces 30-40 dernières années, on se rend compte que cette volonté a été partagée par tous les gouvernements, tous les présidents laïcs ou religieux ou islamistes. C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce que ça fait un moment que l'on dit qu'Erdogan, c'est pour ça que j'ai intitulé cette émission « Le nouveau sultan », parce qu'on dit qu'il veut reconstituer l'Empire ottoman. Et vous nous dites, en fait, ce n'est pas le premier. Alors, si, c'est le premier à avoir vraiment théorisé ce retour à l'ottomanisme. C'est pas dit comme cela, mais ce retour à la grande puissance turque, qui était la puissance de l'Empire ottoman, c'est lui et ses amis intellectuels. Il y a des écoles qui travaillent sur ce thème-là depuis quelques années. C'est lui qui l'a vraiment formalisé et qui met en pratique aujourd'hui cette option néo-ottomane. Mais c'est vrai que quand on connaît un peu la Turquie, on se rend compte qu'il y a dans l'intelligentsia turque, qu'elle soit laïque ou religieuse, cette volonté née au début des années 90 de retrouver une certaine puissance turque. Un des prédécesseurs de Erdogan, le président Özal, avait lui-même mis en place, c'est donc au début des années 90, 92, avait mis en place une espèce de partenariat à l'époque totalement inédit entre la Turquie, la grande puissance, et tous les États, tous les pays turcophones ou proches ou dans l'orbite turque, et évidemment l'Azerbaïdjan, mais bien au-delà, je vous dis, jusqu'au Tadjikistan. Et plusieurs sommets entre ces États de l'orbite turque se sont réunis au fil des années 90 et 2000, ce qui montre qu'Erdogan n'a fait qu'hériter d'une revendication, d'une situation, mais lui l'a amplifiée avec une volonté aussi de faire rayonner l'islamisme turc, l'islamisme sunnite turc dans toutes ces régions. Et là, il a trouvé des oreilles attentives. Alors, rappelons que donc, Erdogan est issu des frères musulmans, donc c'est la secte des frères musulmans qui est au pouvoir en Turquie, ce qui n'était pas le cas autrefois, puisque c'était un régime entre guillemets laïque, je dis toujours ça, parce que lorsqu'on parle de laïcité en pays d'islam, on a tendance à croire que c'est la même laïcité que nous avons en Occident. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin bon, en tout cas, peut-être peut-on rappeler aussi qu'il y a eu tout le long du XXe siècle une sorte d'épuration ethnique qui ne dit pas son nom en Turquie, puisque les populations chrétiennes qui représentaient dans certains endroits à peu près 30% de la population ne représentent plus que 0,5%. Donc il y a eu une sorte
d'expulsion ou de... Oui. On peut parler d'épuration ethnique et religieuse à partir de la fin du 19e siècle, 1890-1898. On peut dire aujourd'hui avec le recul que les génocides menés, je dis les parce qu'il y en a eu plusieurs, menés par les Turcs, à l'époque ce n'étaient pas des islamistes, c'était des laïcs, eh bien commencent en 1895 et vont s'achever en 1923 avec un point d'orgue, la tragédie absolue. C'est le fameux génocide de 1915 où là vraiment les Turcs ils sont allés avec les Turcs et leurs alliés turkmènes, leurs alliés azéris aussi, ils sont allés avec une vigueur et une franchise parce que tout a été écrit extraordinaire, ce qui fait que la Turquie, qui était un grand pays chrétien aussi, musulman mais aussi chrétien, la Turquie a été vidée de sa population chrétienne, notamment arménienne. Soit les gens ont été tués, exterminés dans des camps de concentration, avant ceux de l'Allemagne nazie, ça existait en Turquie, soit ont dû fuir, beaucoup sont allés vers le Liban et beaucoup ont rejoint l'Arménie. Mais ce qui fait la force aujourd'hui d'Erdogan, dans son activisme géopolitique, c'est que même s'il y a des opposants à sa ligne politique en Turquie, tous les Turcs se retrouvent dans cette volonté d'avoir une Turquie à la fois puissante, c'est le nationalisme turc, qu'il soit laïque ou religieux, c'est un thème qui transcende tous les partis et toutes les familles politiques, une Turquie puissante et une Turquie homogène religieusement, sur le plan religieux. Et donc aujourd'hui, dans l'activisme qui nous préoccupe de la Turquie, d'Erdogan, du côté de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, eh bien les Turcs soutiennent sa politique. Et si Erdogan s'est lancé dans cette affaire, c'est qu'il savait que chez lui, alors que l'économie ne va pas très bien, c'est qu'il a aussi de la contestation politique, il savait que là, avec ce dossier, il allait refaire l'unité de l'opinion publique derrière lui, parce que ça répond à des tas d'attentes dans l'opinion. C'est ce qu'il fait d'ailleurs à chaque fois lorsqu'il s'agit de conflits avec les Kurdes. Donc, il sait bien que même les populations non islamistes, laïques ou nationalistes vont le suivre sur ce terrain-là. Alors là, effectivement, peut-être peut-on rappeler qu'il n'y a pas eu il y a eu le génocide arménien, bien sûr, le plus connu, mais il n'y avait pas que les Arméniens, il y a aussi des Syriaques, des Grecs, etc. Donc il a vraiment, ils avaient à l'époque fait vraiment un nettoyage ethnique, qui a d'ailleurs continué au fil des décennies du XXe siècle, mais de façon un peu moins visible, puisque c'était les non-musulmans, les non-turcs étaient poussés un peu vers la sortie. Mais des centaines de milliers de Grecs dans la partie ouest de la Turquie ont dû fuir leur pays, leur terre. Bien sûr, parce que Smyrne a été envahi. Et qui ont dû évacuer ces terres-là pour se replier un peu dans les îles et surtout sur le continent. Il y a eu une expropriation, d'ailleurs. Pour les téléspectateurs de TV Liberté, je précise qu'en Turquie, le cadastre est classé secret défense. Secret défense pour le cadastre, parce qu'en fait, la Turquie s'est construite sur l'expropriation de ces populations expulsées ou massacrées. Alors passons peut-être à l'actualité. Là, il y a quelques jours maintenant, il y a un conflit qui s'est déclenché dans le Haut-Karabakh. Alors je rappelle aux téléspectateurs de TV Liberté, le Haut-Karabakh, c'est un territoire qui se trouve dans l'Azerbaïdjan, mais qui est peuplé à 85% d'Arméniens. Et donc, ce territoire avait été donné à l'Azerbaïdjan par Staline dans les années 30. 1921. 1921, donc voilà, je me trompe sur les dates. Et donc, lorsque l'Union soviétique a été dissoute, les Arméniens du Haut-Karabakh se sont autoproclamés indépendants. Cette indépendance n'a pas été reconnue ni par l'Azerbaïdjan, ni par la Russie, ni par les Nations Unies. Et des conflits en permanence éclatent dans cette région entre les Arméniens, qui sont soutenus bien sûr du Haut-Karabakh, soutenus par l'Arménie, et les Azéris, soutenus par la Turquie en général. Mais là, ce conflit-là, il semblerait que la Turquie est beaucoup plus investie qu'habituellement dans ce conflit, ou je me trompe ? Alors, la Turquie a toujours été présente dans cette partie du Caucase parce que c'est un peu son arrière-cour, parce qu'il y a l'Arménie qu'elle surveille de très près, comme le lait sur le feu. Mais là, c'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu un investissement politique et militaire de la Turquie très net. Il faut quand même ce qui n'était pas le cas peut-être dans les années... C'était moins évident. Pour tout dire, là, on sait aujourd'hui que cette offensive de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh a été préparée, a été planifiée.
dès cet été, des manœuvres communes entre la Turquie et l'Azerbaïdjan se sont tenues. Et curieusement, l'armée turque a laissé des avions et des drones en Azerbaïdjan sur une base. Première chose. Deuxième chose, au début et jusqu'à la mi-septembre, on a assisté, les services de renseignement occidentaux ont suivi ça de près, aujourd'hui on commence à le savoir, ils ont assisté à des vols à partir d'avions civils turcs, des vols amenant des gens en Azerbaïdjan. Qui sont ces gens ? Des gens, ce n'étaient pas des pèlerins. Ce n'est pas des pèlerins turcs qui allaient en Azerbaïdjan. Il y en avait peut-être. En réalité, on sait aujourd'hui que ce sont des volontaires, une sorte de légion islamique internationale amenée par les autorités turques, de Turquie ou de Syrie, vers l'Azerbaïdjan pour aller combattre sur le front du Haut-Karabakh. On parle de djihadistes syriens. Alors, ce sont des djihadistes, alors ils ne sont pas tous syriens, venus de Syrie, qui sont un peu aujourd'hui... Oui, c'est vrai qu'en Syrie, c'était une multinationale du djihad. Il y a probablement aussi des Tchétchènes, des Dagestanais, enfin, des sortes de volontaires islamistes pour aller faire le coup de feu. Certains ont été envoyés par la Turquie en Libye, on en reparlera. Et là, un contingent, combien sont-ils ? On ne sait pas trop. Emmanuel Macron a parlé de 300. Certains analystes estiment qu'il y en a 1000, 1500. Eh bien, certains ont été dérivés vers ce front entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh. Alors, l'Arménie a un accord avec la Russie de défense. Et on a l'impression que la Russie ne bouge pas trop. Alors est-ce que on parle d'une mauvaise relation entre le président arménien et Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est ça ? Oui, il y a des relations d'hommes qui peuvent jouer. Mais ça va un peu de là, en prenant un peu de la hauteur. Bien sûr, mais c'est très étonnant que la Russie On se rend compte que la Russie n'est pas gênée, mais la Russie joue, comme souvent elle le fait, et notamment avec Vladimir Poutine, sur plusieurs tableaux. Elle a plusieurs fers au feu. Pour simplifier, la Russie est partenaire protectrice de l'Arménie, clairement, de l'Arménie chrétienne. L'Arménie est on peut dire, un pion de la Russie dans ce Caucase. Mais la Russie a aussi un partenariat politique, économique, pétrolier avec l'Azerbaïdjan. Oui, ils ont de bonnes relations. Ils ont de bonnes relations. Et la Russie doit aussi faire très attention dans ce conflit à ne pas aller trop loin dans le soutien à l'Arménie, parce que derrière l'Azerbaïdjan qui combat l'Arménie ou le Haut-Karabakh, il y a la Turquie. Et la Russie et la Turquie sont les deux grandes puissances régionales qui s'observent très finement, mais qui doivent aussi prendre un certain nombre de précautions pour éviter des embrasements, comme il y en a eu déjà, des embrasements qui pourraient conduire à des affrontements militaires et à de véritables combats. Alors, justement, les relations entre la Russie et la Turquie sont pour le moins compliquées, un peu bizarres, parce que on se souvient tous qu'il y a quelques années, en Syrie, ils étaient au bord de la guerre, puisque un avion russe avait été abattu par les Turcs. Et puis tout d'un coup, il y a eu une sorte de chamboulement après le tentative de coup d'État manqué en Turquie. Il y a eu un rapprochement et les voilà alliés. Et puis ils sont en conflit en Libye, on va revenir sur le sujet tout à l'heure. Et on se demande parfois si cette affaire du Haut-Karabakh n'est pas une sorte de détournement un peu de la politique russe, enfin comment dire, une sorte de vengeance ou de jeu d'échecs entre les Russes et les Turcs. Tu me touches en Turquie, je te touche dans le Caucase, je ne sais pas, où on fantasme un peu sur ce sujet. Alors, si vous voulez, vous avez deux grandes puissances régionales, la Russie et la Turquie. Pardon, qui sont alliés et concurrents en même temps, c'est un peu compliqué. Exactement, mais ce sont deux puissances dont les intérêts parfois peuvent converger, parfois peuvent s'opposer. Vous ajoutez à ça deux personnalités de chefs d'État d'une puissance politique exceptionnelle, Poutine et Erdogan. Ce sont des nationalistes, ce sont des gens qui ont une vision stratégique, le turc comme le russe, et dans leur vision de cette région, fatalement, à un certain moment, leurs intérêts vont se heurter. C'est le cas, évidemment, en Syrie, puisque les Russes ont soutenu le président Bachar el-Assad contre les islamistes, alors que dans le même temps, Erdogan soutenait les islamistes contre le président Bachar el-Assad. Là, il y a eu des frictions assez fortes,
Et il en est resté des traces. Mais dans chaque camp, on a fait en sorte, et notamment Vladimir Poutine, à chaque fois de faire retomber la pression. Parce que Poutine avait des objectifs de long terme et il ne voulait surtout pas se laisser arrêter par le tactique, alors qu'il a une stratégie, le tactique qui l'aurait embourbé dans des combats secondaires ou dans des affrontements secondaires avec la Turquie. Quand la Russie s'est fait abattre un avion, c'était un casus belli majeur, eh bien, Poutine a réagi de façon très modérée dans cette affaire-là. Il y a eu des discussions, des explications de gravure assez sévères. Et depuis cette affaire de l'avion russe abattu, le champ de bataille a été mieux réparti. On n'a plus d'affrontement entre les Russes et les Turcs par le biais de la Syrie. Et de la même façon en Libye, les Russes se trouvent face aux Turcs. Les Turcs soutiennent un pouvoir, le pouvoir qui est à Tripoli, voilà, et alors que les Russes soutiennent une autre faction, pour faire simple. Et là aussi, il y a des risques très forts d'affrontement. De la même façon, si on revient vers le Caucase et vers cette région, les Turcs sont dans une situation d'hostilité latente avec l'Égypte, qui est un partenaire de la Russie, avec l'Iran, qui est un grand partenaire aussi de la Russie. Et là encore, le jeu de la Turquie, c'est de s'opposer à l'Égypte, à l'Iran, c'est de s'intéresser au gaz en Méditerranée orientale, on en reparlera. Et le jeu de la Russie, c'est de contrôler cette puissance turque, de la limiter. Et comme la puissance turque est aujourd'hui limitée en Syrie, limitée un peu en Libye, a des difficultés en Méditerranée orientale, eh bien Erdogan se retourne, essaie de trouver une sorte d'échappatoire vers l'Asie centrale. Et là, à nouveau, avec l'Azerbaïdjan et au-delà, il se heurte aux intérêts russes. Oui, alors c'est intéressant, j'espère que les téléspectateurs vont se retrouver, parce que là, en Iran, vous avez bien fait de citer l'Iran, parce que l'Iran est un concurrent de la Turquie dans la région, ce sont deux puissances régionales, et donc l'Iran a aussi des relations, on a l'impression que c'est un peu la même chose d'ailleurs, les Turcs et les Iraniens ont de bonnes relations avec les Russes, mais en même temps ils sont concurrents, et parfois ils sont même en conflit, parce que les Iraniens aussi, on a souvent tendance à croire qu'ils sont alliés en Syrie, mais en fait ils sont très concurrents, il y a même eu des accrochages entre eux en Syrie, ils n'ont pas du tout la même vision du futur de la Syrie. Et donc là, on découvre que l'Iran soutient l'Arménie contre l'Azerbaïdjan, avec lequel elle a des problèmes de population, de territoire. Oui, alors que ça paraît difficile à comprendre. Pardon, alors que l'Azerbaïdjan est à 85% musulmans chiites, mais très laïques. Oui, alors en toute logique, l'Iran devrait soutenir à 100% l'Azerbaïdjan, puissance chiite, comme l'Iran. Le problème est double, c'est que le chiisme azéri ou azerbaïdjanais n'est pas celui de l'Iran, il est beaucoup plus souple, beaucoup plus laïque. Vous savez, quand on va à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, évidemment on voit des mosquées, on voit des gens faire la prière, mais l'islam pratiqué là-bas, l'islam chiite pratiqué à Bakou et en Azerbaïdjan, est un islam qu'on redemande, parce que c'est un islam tolérant, respectueux des chrétiens, même s'il y a eu de grosses difficultés avec les Arméniens chrétiens, mais on s'y sent moins oppressé quand on est chrétien que quand on est en Iran. Et puis le deuxième facteur qui fait que l'Iran est très prudente dans cette affaire, c'est que l'Iran a des minorités azéries sur son propre territoire. Des minorités azéries, au fil de l'histoire, ces populations se sont retrouvées à l'intérieur des frontières de l'Iran. Des Arméniens aussi. Et il y a des Arméniens aussi, oui, il y a des églises arméniennes en Iran qui fonctionnent. Mais là, vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, il ne faudrait pas que ce pays prenne trop d'importance ou se sente pousser des ailes, parce que ça pourrait donner des idées à cette minorité azérie en Iran. Ça créerait des problèmes à Téhéran. Donc, chacun a des intérêts qui paraissent contradictoires et qui en réalité correspondent à l'héritage de l'histoire. Alors, pour pousser le contradictoire un peu plus loin, on découvre aussi qu'Israël, qui est en conflit en ce moment, qui a eu de bonnes relations avec la Turquie autrefois, mais qui depuis l'arrivée d'Erdogan, les relations se sont détériorées, voire même c'était au bord de la rupture. Il y a eu une rupture, enfin, j'allais dire au bord de la guerre. Ouais. Et donc Israël, tout d'un coup,
soutient l'Azerbaïdjan. Pas tout d'un coup, pas tout d'un coup. Mais non, là encore, on n'a pas parlé jusque-là d'Israël, parlons-en un peu. L'intérêt d'Israël, l'intérêt stratégique d'Israël en ce moment, pas seulement dans cette affaire, c'est de contenir et d'affaiblir l'Iran. Voilà. Bon. Tout s'explique par cela. Alors, Israël compte beaucoup sur l'Amérique de Trump notamment, pour mettre à genoux l'Iran, mais Israël sait très bien que ça ne suffit pas. Et dans une alliance de contournement assez curieuse, eh bien, Israël s'appuie aujourd'hui sur l'Azerbaïdjan chiite pour surveiller l'Iran, contenir l'Iran, créer du souci à l'Iran sur son front nord. Et il y a une véritable coopération militaire entre Israël et l'Azerbaïdjan. Israël a notamment fourni des drones armés à l'Azerbaïdjan. Et ces drones, semble-t-il, sont utilisés en ce moment pour taper sur le Haut-Karabakh. D'où le retrait de l'ambassadeur d'Arménie d'Israël. Voilà. Alors qu'en même temps, Israël a un conflit avec les Turcs. Enfin, vous voyez, c'est un peu... Mais alors... Pour conclure sur ce sujet, et les États-Unis dans tout ça, on ne les entend pas. Alors je sais bien que c'est une campagne électorale, mais ils sont absents du... Alors les États-Unis sont un peu gênés, et à la limite, ils n'ont pas intérêt à entrer davantage dans le jeu. Vu de Washington, on considère que c'est une affaire européenne. Bon, parce que pour eux, la Turquie est dans l'Europe. Vu des États-Unis, on observe avec attention ce qui se passe, avec une préoccupation, c'est la sécurité d'Israël en premier lieu, et ce qu'il advient de l'Iran dans cette affaire. Tant que l'Iran ne s'engage pas plus que cela, les États-Unis regarderont de loin. Ils ne sont pas mécontents de voir la Russie empêtrée dans cette affaire. Ils ne sont pas mécontents de voir que la Turquie, membre de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, qui est un partenaire un peu difficile à tenir, la Turquie montre un peu sa force, s'impose dans cette région du Caucase pour embêter un peu l'Iran et un peu plus la Russie. Et donc, à l'heure actuelle, la Turquie mène une politique très nationaliste qui ne gêne pas les États-Unis, d'autant plus que l'Azerbaïdjan est un de leurs partenaires, notamment économiques, importants dans la région. À Bakou, en Azerbaïdjan, on voit beaucoup d'Américains. On voit des Israéliens, mais qui sont beaucoup plus discrets. On voit beaucoup d'Américains. Et donc, dans cette affaire-là, s'il fallait choisir, l'Amérique serait plutôt du côté de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, tout en sachant qu'il y a une forte minorité arménienne aux États-Unis. C'est ce que j'allais vous dire. Et il faut en tenir compte aussi. J'allais vous dire qui est du côté arménien, parce qu'ils se retrouvent bien seuls. Finalement, comme vous l'avez dit, les Russes, qui sont leurs alliés naturels, avec lesquels ils ont des accords, n'interviennent pas beaucoup. Ils ont d'autres intérêts, ils sont très prudents. On a l'impression qu'ils sont un peu lâchés, les Arméniens. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une communauté arménienne aux États-Unis, mais je pense que son poids n'est pas suffisamment important. Un facteur qu'il faut souligner pour être tout à fait complet sur ce sujet, c'est que l'Azerbaïdjan a une véritable légitimité dans le Haut-Karabakh. Vous avez dit, et à juste titre, que c'est un territoire qui a été donné, inclus dans l'Azerbaïdjan en 1920. Et donc, au regard du droit international, le Haut-Karabakh est une terre d'Azerbaïdjan. Et depuis la fin de l'Union soviétique, depuis le début des années 90, depuis le début des revendications autonomistes et indépendantistes des Arméniens du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan dit non, c'est une terre azérie, une terre azerbaïdjanaise. On leur répond mais oui, mais c'est peuplé à 70-80% d'Arméniens chrétiens. Ils disent oui, mais au regard du droit international, c'est chez nous. Oui, et donc, ils ne veulent pas lâcher cette terre. On peut vous dire aussi que la Bosnie est devenue indépendante. Le Kosovo a été arraché, bien sûr. Et pourquoi pas le Haut-Karabakh, qui est 85% arménien, et qui... Pardon, les Arméniens peuvent vous dire aussi que, historiquement, si vous remontez plus loin, toutes ces terres étaient arméniennes, puisque même une partie de l'Anatolie, enfin la Turquie actuelle qui était l'Anatolie, la grande Arménie d'autrefois, elle dépassait largement les frontières actuelles. Oui, mais alors le monde tel qu'il tourne doit s'appuyer sur le droit international. Donc après, certains, les puissants, peuvent s'en affranchir. On voit bien quand les États-Unis et l'OTAN ont arraché le Kosovo à la Serbie, alors que le Kosovo était la province
matrice de la Serbie chrétienne. C'était vraiment leur terre d'origine. Oui, mais pardonnez-moi d'être un peu direct, mais on a toujours l'impression que lorsqu'il s'agit de populations musulmanes, comme dans le Kosovo ou en Bosnie, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est beaucoup plus respecté. Et lorsqu'il s'agit de populations chrétiennes, on brandit le droit international, les frontières, etc. Et est-ce que, pour finir, il nous reste quelques secondes avant de terminer cette première partie, ne craignez-vous pas une expulsion des Arméniens du Haut-Karabakh en cas de victoire azerbaïdjanaise, au mieux, j'allais dire, ou au pire, un massacre? Alors, dans l'histoire de cette région et dans la mémoire des Arméniens, et quand on va là-bas, tous nous le rappellent et nous le disent, toute leur histoire a été faite d'expulsion, d'épuration, de massacre. Et donc, effectivement, dans cette affaire du Haut-Karabakh, ils s'attendent, si il y avait une reprise en main militaire et politique du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, ils s'attendent à des lendemains très difficiles. Et c'est pour ça que, malheureusement, une partie de la population arménienne du Karabakh, notamment les femmes, les enfants, les personnes âgées, ont déjà quitté le Karabakh. On peut espérer que ces populations reviennent, mais on a assisté déjà à un début d'exode. Les Arméniens tiennent militairement encore le Haut-Karabakh, mais si le Haut-Karabakh devait tomber, ce serait probablement la fin de cette terre chrétienne, soit par l'exode, soit par le massacre. Et ce serait à nouveau un coup porté à la chrétienté dans toutes ces régions qui étaient naguère très chrétienne, à identité chrétienne, le berceau. Vous parlez de l'Est de la Turquie, c'était ça jusqu'au grand massacre des années 1890-1920. Absolument. Bon, cette première partie est terminée, nous ferons une pause de quelques secondes et nous reprenons pour parler de l'engagement turc dans la Méditerranée. Voilà, dans la deuxième partie de cette émission, nous allons aborder l'engagement turc, donc tous azimuts, autour de la Méditerranée. Il y a le conflit libyen, donc je rappelle rapidement, depuis la chute de Kadhafi, il y a une sorte de guerre civile en Libye pour aller vite. Aujourd'hui, c'est coupé en deux. Il y a le maréchal, ou en trois, on peut dire. Il y a le maréchal Ashraf qui tient l'est de la Libye. Vous me corrigez si je me trompe, hein, qui est donc à Benghazi et qui est un ancien militaire haut gradé de l'armée de Kadhafi. Et à l'ouest, à Tripoli, il y a un gouvernement proche des frères musulmans qui est reconnu par les Nations Unies. Et donc la Turquie soutient ce gouvernement, donc proche des frères musulmans, donc proche d'elle. Le maréchal Ashraf est lui soutenu par l'Égypte. Rappelons que l'Égypte, alliée aux pays du Golfe, sont contre les frères musulmans, sont un peu en conflit avec les puissances proches des frères musulmans, y compris le Qatar. D'ailleurs, j'ai oublié le Qatar, qui aussi, dans une moindre mesure, soutient les frères musulmans de Tripoli. Donc le maréchal Ashraf est soutenu par l'Égypte et ses alliés, par la Russie, et un peu par la France. Je vais vous demander de nous expliquer un peu, parce que la France est dans une situation ambiguë. On a l'impression que le Quai d'Orsay reconnaît Tripoli et le gouvernement frères musulmans, et le ministère de la Défense soutient le maréchal Ashraf. Alors, est-ce qu'on peut tenir longtemps dans cette situation ? C'est difficile, mais là encore, complexité de la Libye post-Kadhafi. Kadhafi est éliminé en 2011. Cette intervention militaire occidentale franco-britannique soutenue par les Américains ouvre un chaos monstrueux, fait éclater la Libye, dissémine les armes du formidable arsenal de Kadhafi dans toute la région, notamment vers le sud, vers le Sahel, où en ce moment nos soldats affrontent des djihadistes qui utilisent des armes volées ou rachetées dans les entrepôts de Kadhafi. Enfin, c'est un bazar sans nom. Et vous l'avez bien rappelé, à l'heure actuelle, les choses pourraient être très simples. Il y a un pouvoir, un gouvernement reconnu par les Nations Unies à Tripoli, la capitale, mais ce sont des fondamentalistes, ce sont des cousins de ceux qu'on affronte au Mali, en Syrie et ailleurs. Bon. Et puis, il y a une coalition à l'est du pays, à Benghazi, le maréchal Haftar, qui, lui, est soutenu un peu par les Américains, un peu par la France, beaucoup par l'Égypte et par la Russie. Et donc, on a à nouveau là des rapports de force entre grandes puissances par marionnettes libyennes interposées. Le problème, c'est que nous, Français, nous sommes dans ce conflit
non pas aux côtés du gouvernement reconnu par les Nations Unies, alors qu'on s'en réfère toujours aux Nations Unies, mais du côté de ce qui pourrait être les rebelles, ce fameux maréchal. Alors, notre présence a été plus ou moins importante, elle est un peu politique, elle a été militaire par le biais du soutien de forces discrètes, clandestines, de livraison d'armes clandestines au maréchal Haftar. Le résultat n'a pas été très brillant parce que le maréchal n'est pas forcément un stratège ou un tacticien. Il n'a pas vraiment progressé comme on le pensait à une époque. On pensait qu'il allait s'emparer de Tripoli. Ça n'a pas été facile. D'autant moins qu'à un moment, la Turquie est intervenue dans le conflit en soutien de ce gouvernement de Tripoli pour bloquer le maréchal Haftar. Les Turcs n'ont pas fait ça. Enfin, ils l'ont fait par solidarité islamiste fondamentaliste, mais c'est pas ça. La réalité, c'est que Erdogan, le gouvernement turc, a signé avec ce gouvernement de Tripoli un accord de partage des fonds sous-marins qui sont gorgés de gaz. C'est une énorme poche de gaz. Et ce soutien de la Turquie au gouvernement de Tripoli s'explique par cette volonté de mettre la main, d'arriver à contrôler le moment venu ces énormes réserves gazières au large de la Libye, parce que la Turquie en est un peu privée au large de ses propres côtes. On se doutait bien qu'il y avait là une affaire d'argent, puisque la Libye est un pays très riche en matières premières, mais au-delà de ces richesses, n'y a-t-il pas un intérêt aussi géostratégique pour la Turquie de s'implanter en Libye ? On le voit dans le Caucase, au Proche-Orient, en Syrie, en Méditerranée orientale et en se rapprochant vers le centre de la Méditerranée. La Turquie a l'ambition, évidemment, de répandre son islam fondamentaliste un peu partout, mais elle a l'ambition de devenir une puissance centrale entre l'Est de l'Europe et l'Asie, entre le nord de l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient. Une puissance politique, une puissance économique, une puissance religieuse. Politique, Erdogan le montre tous les jours par son activisme géopolitique. Une puissance économique parce que, ça a été dit, là aussi très clairement par les stratèges turcs, et c'est repris par les politiques turcs aujourd'hui, les Turcs veulent devenir un carrefour, une plateforme d'hydrocarbures dans toute cette région. Soit en ayant ses propres réserves, et donc à travers le gaz libyen, la Turquie prépare l'avenir, à travers le gaz de Méditerranée orientale dont elle veut s'emparer, d'où les problèmes avec la Grèce, avec Chypre, c'est la même logique. La Turquie est en train de creuser, d'explorer plutôt, et a déjà détecté d'énormes réserves gazières en mer Noire, dans sa mer à elle, en mer Noire. Et puis, alors ça c'est pour le contrôle direct des réserves, et elle veut aussi être un carrefour indispensable pour l'Europe notamment en matière d'hydrocarbures. Tout ce qui va venir, gaz et pétrole de la Caspienne, où il y a sans doute quelques-unes des plus grandes réserves gazières et pétrolières du monde, eh bien, devra transiter dans l'esprit des Turcs par le territoire turc. Et à partir du territoire turc, les oléoducs et les gazoducs iront vers l'Europe. Donc la Turquie veut contrôler les robinets, très clairement. Pourquoi faire ? D'abord pour gagner beaucoup d'argent, mais aussi, le moment venu, pour exercer un chantage sur cette malheureuse Europe qui subit déjà le chantage aux immigrés clandestins. Alors, il y a aussi, lorsqu'on voit, les téléspectateurs le verront peut-être certainement pendant que l'on parle, le conflit entre les Turcs, donc frères musulmans, et cette alliance de l'Égypte avec les pays du Golfe, d'ailleurs, qui commencent à signer les uns après les autres des accords de paix avec Israël, ce que l'Égypte a déjà fait depuis très longtemps. Donc on voit une sorte de mur qui va de l'Égypte vers le Golfe, face auquel il y a les Turcs qui occupent une partie de la Syrie. Le fait d'être présent en Libye ne représente pas pour eux une aubaine pour encercler cette alliance contre les. Il y a une façon, alors encercler non, mais il y a une logique de contournement, une logique d'aération géopolitique, pour pas rester confiné et du coup se faire encercler par ces différentes alliances, la Russie, l'Arménie au nord, l'Europe qui n'est pas une vraie puissance encore, mais l'Europe qui fait bloc à l'ouest, et puis au sud, Israël, et puis demain, quand ça va se consolider, Israël et tous ces pays du Golfe, pays arabes et sunnites du Golfe.
avec l'Égypte. Et pour la Turquie, l'objectif, c'est de prendre des positions bien au-delà de cette région pour exister, pour peser et pour exercer, le moment venu, des contre-pouvoirs ou allumer des contre-feux. Clairement, encore une fois, quand on lit ce que les stratèges militaires ou civils turcs expliquent, c'est ça, ils ont une conception très large de leurs intérêts vitaux, et ça va au-delà des frontières turques, au-delà de leur littoral, ça remonte jusqu'à la mer Noire, la Caspienne, la Libye, et jusqu'au détroit de Bab el-Mandeb et au détroit d'Ormuz. Ils ont cette vision stratégique qui est incroyable quand on la découvre, parce que ça a été théorisé là, ces 10 dernières années, le concept de mer bleue, c'est la mer turque, c'est l'Empire ottoman qui revient, avec encore plus d'ambition que n'en avaient les Ottomans au XIXe siècle. Alors j'ai évoqué l'occupation d'une partie de la Syrie par la Turquie. On se demande parfois s'il n'y a pas, malgré l'apparence d'un conflit entre les Turcs et les Russes, que ce soit en Libye, en Syrie ou dans le Caucase, n'y a-t-il pas une sorte d'accord, j'allais dire secret, pas tout à fait secret, mais une sorte d'accord tacite de se partager ces territoires? C'est-à-dire que les Russes auront une zone d'influence en Libye qui serait l'Est et les Turcs l'Ouest. En Syrie, on voit bien que le petit territoire frontalier de la Turquie qui est occupé par eux, on a l'impression que c'est pratiquement annexé et que la Russie laisse faire, en contrepartie, elle aura le reste, etc. Donc, je dirais que ça, c'est une vision trop rationnelle, oui. Peut-être trop occidentale. Non, les intérêts fondamentaux de la Turquie, quand on part de son propre territoire, c'est d'abord d'empêcher ou de casser toute revendication kurde. À l'origine de la présence de la Turquie en Syrie, à l'origine du dépeçage turc du nord de la Syrie, il y a cette volonté de casser toute velléité d'autonomie kurde, évidemment en Turquie même, mais aux frontières de la Turquie. Ce serait un très mauvais exemple et surtout un énorme souci si les Kurdes de Syrie, mais Kurdes d'ailleurs, pouvaient obtenir un territoire autonome. Et c'est pour ça que la Turquie s'est tant impliquée en Syrie, dans le nord de la Syrie. C'était évidemment pour affaiblir Bachar el-Assad, pour mettre en place à Damas, par le biais des islamistes, un pouvoir ami. Ça n'a pas marché parce que les Russes sont intervenus. Mais c'est aussi pour, à la faveur de cette crise née en 2011 en Syrie, pour empêcher tout déploiement politique et géopolitique des Kurdes en Syrie. Les Turcs ont vu le moment où les Kurdes allaient mettre en place un territoire autonome. Oui. Ça, pour eux, c'était... Et ils l'ont dit très clairement, à plusieurs reprises, ils l'ont dit aux Américains notamment, ils ont dit « nous taperons en Syrie ». Et personne ne nous arrêtera. Ils l'ont dit aussi aux Russes. C'est vrai, mais il y a aussi un conflit territorial entre la Turquie et la Syrie qui date depuis la dissolution de l'Empire ottoman. Donc d'ailleurs, ce sont les Syriens qui... Sur le plan diplomatique, ça pouvait se régler. D'accord. Là, l'affaire est devenue militaire parce que les Kurdes ont voulu constituer ce territoire dont ils rêvent depuis tant d'années, le fameux Rojava, leur territoire kurde autonome ou indépendant. Bien sûr. Alors après, pour conclure, il nous reste un quart d'heure. On ne peut pas ne pas parler de cette exploration turque en Méditerranée, donc dans les eaux territoriales grecques, qu'ils ne reconnaissent pas, d'ailleurs on doit le préciser. Et rappelons aussi que l'armée turque occupe le nord de Chypre. Donc cette île, ce pays indépendant, mais qui est peuplé de Grecs, l'île de Chypre, il y a eu une guerre dans les années 70, parce qu'il y a une minorité de la population chypriote qui est d'origine turque. Il y a quand même beaucoup de Turcs à Chypre. 20% à peu près. Oui. Et là c'est pareil, c'est un peu comme le Haut-Karabakh ou le Kosovo. Une population majoritaire dans une partie de l'île, les Turcs du nord de l'île, ont voulu être indépendants. Alors il y avait un mouvement indépendantiste, mais qui brasillait, qui était à faible niveau d'activité. Et pour des raisons politiques, économiques, les Turcs, à un moment, ont décidé de faire monter en puissance ce mouvement
Et en 1974, on envahit militairement le nord de l'île et on a cette partition depuis 1974. Je dois préciser que le territoire qu'ils ont conquis dépassait largement celui des Chypriotes turcs. Oui. Mais là, il s'agit, le conflit entre les Grecs et les Turcs n'est pas nouveau, mais là, il y a une sorte de provocation d'aller faire des prospections gazières dans les eaux territoriales grecques. Et ce qui m'amène à ma question très simple, c'est que dans tous ces conflits, on a l'impression qu'on se demande si les Turcs avancent parce qu'ils ont les moyens de leur politique, parce que c'est une grande puissance régionale et peut-être qui va devenir plus tard mondiale, ou parce qu'il n'y a personne en face pour les arrêter. C'est-à-dire que dans cette affaire avec la Grèce, personne n'a vraiment bougé à part la France. Et il y a eu entre la marine française et la marine turque, pas des accrochages, mais des tensions telles qu'on était à la limite de l'accrochage. Et c'est ce qui m'amène à ma deuxième question. Que vaut l'armée turque par rapport à l'armée française? Est-ce que l'armée turque a les moyens de cette politique impérialiste? Oui, avant de répondre à cette question un peu plus militaire, il faut comprendre aussi la logique turque. Les Turcs ont une ambition internationale claire. Cette ambition s'appuie sur une économie qui doit être forte, une armée qui doit être conséquente, et sur une économie. Et sur un partage des richesses régionales qui doit être équitable. Or, les Turcs disent, et répètent, là encore, il faut lire ce qu'ils disent, que ce partage n'est pas équitable. On a découvert ces 20 dernières années une suspicion de réserve énorme de gaz, et puis ça s'est confirmé, un peu de pétrole, mais surtout du gaz. Israël, l'Égypte, le Liban, Chypre, la Libye, la Grèce se sont taillés des zones, mais en toute légitimité internationale, des zones de prospection dans lesquelles ils pourront, le jour venu, puiser allègrement. L'Égypte a déjà commencé, Israël aussi, oui. Et ce sont des pays qui aujourd'hui sont près d'avoir leur autonomie en matière de consommation de gaz et commencent à exporter du gaz. Donc c'est une manne gazière qui fait rêver tout le monde. Pardon, mais chacun d'eux puise dans ses propres réserves. Ce sont des zones qui sont reconnues. Qui sont reconnues. Il y a quelques frictions, par exemple, c'est en train de se régler en ce moment. Entre Israël et le Liban. Le Liban, il y a 850 km² de mer. Bon. La Grèce et la Turquie ont un énorme problème parce que le droit international de la mer donne raison à la Grèce. La Grèce, c'est une multitude d'îles, c'est un archipel. Pour les Grecs, et c'est reconnu par le droit international, pour les Grecs, la zone économique exclusive s'étend autour de ces îles. Seulement ces îles, certaines sont très proches de la Turquie. Et du coup, ça prive l'extension de ces zones économiques exclusives grecques, prive la Turquie de l'extension maximale de sa propre zone d'extension économique. C'est dans ces zones contestées où se situent aujourd'hui des réserves gazières importantes. Et quand les Turcs viennent explorer dans des zones où ils savent qu'il y a du gaz, eh bien fatalement, à quelques milles marins près, ils sont dans les zones grecques. D'où le contentieux entre la Grèce et la Turquie qui va ne faire qu'augmenter dans les années qui viennent. On peut en être certain. Et alors c'est vrai que la France a été quasiment la seule à réagir. L'Europe est restée tétanisée comme devant un serpent. L'Allemagne, qui pouvait faire quelque chose, a temporisé d'abord, et puis a essayé de faire entendre raison à la Turquie, parce que l'Allemagne et la Turquie sont deux partenaires extrêmement proches sur le plan économique. Et puis Madame Angela Merkel a 2,5 millions de Turcs chez elle, qui sont manipulables facilement par Erdogan. C'est important pour elle. Et c'est là où on mesure, d'ailleurs, finalement, la puissance turque n'est pas due à son armée, mais à son... Elle est aussi due à sa diaspora, extrêmement importante en Europe, et notamment en Allemagne. L'armée turque, elle est forte, elle est puissante, c'est une des premières armées de l'OTAN. Mais on dit qu'elle est très désorganisée depuis le putsch. Alors, je pense qu'on a exagéré. Il y a une structure, une organisation, des matériels qui sont restés. Un certain nombre de généraux, de colonels ont été jetés en prison, sont partis en exil. La relève était là, vous savez, les postes ont été pris. Le problème, c'est qu'on n'a pas souvent vu manœuvrer l'armée turque, ou alors face à des groupes de combat un peu
un peu symbolique, ou en tout cas réduit, notamment au Kurdistan, dans le nord de la Syrie. Mais la Turquie aligne des milliers de chars, des centaines d'avions, des bateaux et des bateaux de haute mer. Ils ont des drones, ils ont une capacité de frappe en missiles redoutable. Et donc, par rapport à l'armée grecque notamment, c'est une des premières armées avec Israël de la Méditerranée orientale. Oui. Non, et c'est pour ça que les Grecs ont acheté des Rafales aussi. Oui, je sais bien. Par rapport à la Grèce, on sait bien. Mais c'est par rapport à la France. C'est difficile. Ce sont deux modèles d'armée très différents. On sait, parce qu'il y a eu ce petit coup de fièvre en Méditerranée orientale, que des bateaux turcs ont menacé, ont éclairé, comme on dit, avec des lance-missiles, une de nos frégates. Donc c'est un signe belliqueux évident. Ça ne se fait pas entre marines alliées, marines appartenant à la même alliance, à l'OTAN. Et ça nous a permis, à nous Français, de voir que la marine turque est extrêmement présente dans ces eaux-là, qu'elle a des moyens technologiques de très, très bonne qualité, et que le jour venu, il faudra être extrêmement prudent, et la marine française ne pourra pas s'engager seule si d'aventure il y avait un conflit en Méditerranée orientale. Personne n'y songe, mais les mécanismes de régulation devront jouer très très vite pour éviter d'aller à un affrontement entre deux marines de l'OTAN. Erdogan lance des provocations, des menaces. On a l'impression qu'on est dans une cour de récréation. Lorsqu'il s'adresse à Emmanuel Macron et à la France de façon générale, un coup en rappelant sur le passé colonial, en les accusant de tous les torts, une autre fois, on a l'impression que c'est des enfants qui montent leurs muscles. Viens voir que je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'Erdogan, c'est exactement ce qu'il fait. En parlant du passé colonial, il soulève l'indignation d'une partie du Moyen-Orient et peut-être de l'Afrique. Vous savez sauf que c'est lui qui était le premier des colonisateurs, puisque avant la France, c'était lui. Mais ça, les peuples sont sans mémoire, et en Afrique, au Moyen-Orient, ils l'oublient. Et Erdogan parle aussi pour son peuple. Oui. Il tient tête à la France, la grande puissance française. C'est important sur le plan intérieur. Il est évident que lorsqu'il s'adresse à Emmanuel Macron en l'injuriant plus ou moins, ce sont des messages à sa propre population. Et après, on est en Orient. Le côté viril. L'exercice de la force n'est pas que militaire, il est aussi dans les paroles, dans les discours. Et Erdogan est un tribun populiste. Il sait manier les mots, il sait ce que les mots veulent dire. Et quand il tient tête à la France et qu'il insulte Emmanuel Macron, il fait un peu oublier que sa marine, finalement, a dû se replier dans ses ports. Et voilà. Mais donc, il nous envoie... Alors, il y a l'affaire des immigrés clandestins avec lesquels il exerce un chantage qui a marché puisqu'on l'a payé, grassement payé. Et d'ailleurs, à chaque fois, il recommence en espérant avoir plus. À chaque fois qu'on le freine dans ses ambitions, il brandit cette menace d'immigrés. Maintenant, il brandit la menace militaire. Que peut faire l'Europe? Est-ce que l'Europe peut se permettre de laisser la Turquie se répandre comme ça, occuper les zones maritimes grecques? Vous avez expliqué le conflit, mais enfin, tout de même, ce sont les eaux maritimes grecques, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Si c'était l'inverse, si c'était la Turquie qui avait des îles comme ça, personne n'aurait pu prospecter quoi que ce soit. Il y a un principe dans les relations internationales. L'adversaire n'est fort que par nos faiblesses. Absolument. C'est vrai pour Erdogan, c'est vrai dans une autre mesure avec Poutine. Poutine n'est fort ou n'a été fort que parce que l'Europe était faible. Là, dans l'affaire de la Turquie, il exerce ce chantage, il a cet activisme provocateur parce que l'Europe puissance n'existe pas. Alors, que peut faire l'Europe? Pour l'instant, pas grand-chose. Ce sont des initiatives dispersées. On le voit, la France et sa marine là-bas. Angela Merkel qui parle des coups de téléphone un peu discrets, calme un peu Erdogan. C'est pas très significatif. L'Europe, si elle veut un jour échapper à ce chantage qui peut être belligène, qui peut devenir dangereux, eh bien l'Europe doit redéfinir une stratégie, et une stratégie de puissance. Alors, c'est pas gagné, parce que les intérêts de l'Allemagne ne sont pas ceux de la France, ceux de la Suède, des Pays-Bas ne sont pas ceux de la Hongrie. Enfin, et on retombe sur, j'allais dire, les égoïsmes nationaux. Non, les intérêts nationaux bien compris. Oui, d'ailleurs, l'Allemagne a toujours, rappelons que l'Allemagne, l'histoire se répète un peu, parce que l'Allemagne a toujours été l'allié de la Turquie, que ce soit pendant la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, à la fin du 19e siècle, pendant, même entre les deux guerres, etc. L'Europe doit notamment mettre au clair
sa stratégie ou sa réflexion sur l'immigration clandestine. On accueille, on continue à accueillir, alors des mineurs, ou on arrête tout. Le jour où on dira on arrête, on met en place des barrages efficaces et juridiques. Ce jour-là, on saura que dans tous les pays d'émigration, on saura que l'Europe n'est plus aussi accueillante. Et ce jour-là, Erdogan se dira ma bombe au chantage immigré ne marche plus. L'Europe doit aussi faire attention, avoir une vraie réflexion stratégique sur les risques de déstabilisation du Bosphore et du débouché du détroit d'Ormuz, du canal de Suez, pardon, la Méditerranée orientale, parce que si un jour ça barde là-bas, s'il y a un embrasement, eh bien c'est tout l'approvisionnement ou une grande partie de l'approvisionnement énergétique de l'Europe qui se retrouvera bloqué. Donc, ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra réfléchir à ça. Donc, il faut une réflexion stratégique au préalable. Il faut pour ça que nos dirigeants aient une capacité de réflexion stratégique, ce qui n'est pas gagné pour tous. Alors, il nous reste 2 minutes. Contre la Turquie, pour freiner un peu ses ambitions, l'Europe n'a-t-elle pas un pouvoir économique? Je veux dire par là que la Turquie, vous avez évoqué des problèmes économiques en Turquie et même des problèmes financiers. Il y a eu une dévaluation très forte il y a quelques années. Ils ont des problèmes économiques. Et puis, ne dépend-il pas de l'Europe pour l'exportation de leurs produits? Parce qu'on a l'impression en fait que ce sont nos usines qui sont en Turquie. En partie, ne peut-on pas les freiner avec ça? C'est-à-dire, il suffit qu'on arrête d'acheter leurs produits et ils peuvent être en grande difficulté, non? Oui, c'est pas aussi simple, mais ça revient à ce que je disais à l'instant, une vraie réflexion sur la façon dont l'Europe peut réinstaller sa puissance, mieux défendre ses intérêts, que ce soit vis-à-vis de la Russie, de la Turquie et même de l'Amérique, des États-Unis. C'est vrai que la Turquie est devenue un vaste atelier à ciel ouvert pour une partie des productions que nous consommons chez nous ici. Il n'y a pas que la Chine ou que la Thaïlande. La Turquie l'est devenue. Là encore, si on exerce à l'égard de la Turquie un peu plus de pression, notamment grâce à des taxes ou à des vérifications plus poussées, Erdogan est un pragmatique, il comprendra ce langage de la force. Un chantage, on peut répondre par notre chantage, si je peux m'exprimer ainsi. On peut répondre même si ce ne sont pas des méthodes occidentales. Non, mais on peut répondre par la fermeté, c'est-à-dire par la politique. Oui. Il faut que l'Europe cesse d'être une Europe bisounours et que ce soit l'immigration, la sécurité militaire et l'économie dont nous dépendantes de la Turquie, il faut se libérer de tout ça. Mais vous savez, entre 2016 et 2020, l'Europe a généreusement donné à la Turquie 4 milliards d'euros dans le cadre du processus de préadhésion. On est fou. Oui, alors que cette adhésion, on sait qu'elle n'aura jamais lieu. Elle n'aura jamais lieu, mais on a quand même donné 4 milliards d'euros à la Turquie. Pourquoi Erdogan se gênerait en insultant Macron et les autres? Voilà. Merci pour cet éclairage. Merci donc Frédéric Pons d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur le sujet turc un peu compliqué. Merci chers téléspectateurs de nous avoir regardés et à très bientôt.